Alors, du coup, je m'appelle Pauline Dutel, je vous remercie évidemment d'être là aujourd'hui et je vais vous présenter mon projet de diplôme de cette année. Je vais vous parler avant ça de mon parcours aussi rapidement. Donc du coup, moi à l'origine, j'ai fait un bac scientifique, option code. J'étais très intéressée, toujours d'ailleurs, par ce qui était outils numériques et l'aspect scientifique. Et j'ai voulu rejoindre à la suite de ça une filière créative pour lier un peu mes deux passions. Et j'ai eu l'occasion d'entrer à Strat en deuxième année avec la spécialité interaction, qui faisait un peu le parallèle finalement avec mon bac S. Dans ce sens, j'ai réalisé un stage de 6 mois chez Renault en tant que designer UI/UX et j'ai eu l'opportunité de travailler sur les véhicules autonomes et notamment l'expérience du coup à l'intérieur des véhicules. Et cette même année, j'ai participé à 2 concours qu'on a remportés en équipe, le Renault Digital Challenge et l'EOL Tourist Challenge, qui étaient donc sur cette même thématique de la mobilité urbaine. Voilà. Et j'ai réalisé aussi le double diplôme avec Grenoble École de Management qui nous est proposé à Strat. Et j'ai eu l'opportunité de monter ma start-up. J'étais très intéressée par l'entrepreneuriat en fait, et c'est pour ça que ça a motivé ce double diplôme. Et donc j'ai une start-up Adenski de ski recyclé et recyclable. Et j'ai cette même année écrit un mémoire sur la consommation textile dans la transition écologique. Donc voilà, c'était une thématique qui m'intéressait aussi beaucoup. Et à venir, j'ai mon stage chez Toyota, du coup, qui débute en juillet à Bruxelles dans une entité de recherche sur l'inclusive design au sein toujours des véhicules, donc toujours dans cette même thématique. Donc pour vous parler de mon mémoire, que vous avez peut-être eu l'occasion de voir ou de lire, j'ai travaillé sur la digitalisation et la créativité. Donc en fait, je suis partie d'un constat qui était le fait qu'on assiste à une multiplication des fonctionnalités qui permettent d'aboutir à des productions créatives. Donc c'est-à-dire qu'on a une multiplication finalement, par exemple, des fonctionnalités comme les personnalisations de photos qui nous permettent de mettre des filtres pour aboutir à quelque chose de plus créatif, et donc une augmentation des profils dits créatifs, et que pourtant face à ça, on a une homogénéisation de toutes les productions, c'est-à-dire que toutes les photos finalement tendent à se ressembler puisqu'elles ont les mêmes effets et les mêmes supports préconçus. Et donc je me suis posé une question qui était: les outils numériques rendent-ils créatifs? Donc j'ai eu l'opportunité de travailler dessus pendant 6 mois et j'en ai mené certaines conclusions. J'ai notamment compris le fait que l'humain utilise justement son identité, il exprime son identité à travers la créativité. Et donc la créativité finalement c'est l'expression de soi, et il utilise pour ce faire un support qui peut être un support tangible ou un support numérique. Et l'avantage du support numérique, c'est qu'il a cette capacité technique, donc il augmente l'humain de capacité technique pour aboutir à des productions dites créatives et qui sont donc plus techniques et forcément peut-être plus créatives que des supports tangibles. Du moins c'est ce que je pensais. Et pourtant, par rapport à ça, j'ai eu 2 notions qui ont émergé de mes recherches, notamment le terme de co-création et d'équité dans les parties. C'est-à-dire que je me suis rendu compte que si l'outil numérique prenait le dessus dans la co-création sur l'humain, et bien finalement la production finale avait tendance à être plus homogène et à ressembler à toutes les autres productions, alors que si l'humain et l'outil numérique agissaient de même manière dans le processus de co-création, qu'ils avaient une influence mutuelle l'un sur l'autre, et bien finalement la production tendait à être plus singulière puisqu'elle émanait beaucoup plus de l'identité de l'humain et de l'expression de celui-ci. Donc c'était un peu les constats que j'ai tirés de mon mémoire. Et en fait, pour mon projet de diplôme, j'avais déjà en tête l'idée de vouloir travailler sur le développement durable, toujours parce que ça m'intéressait beaucoup et ça faisait écho finalement à ce que j'avais fait à GEM. Et donc je me suis dit comment est-ce que je peux raccrocher ces 2 thématiques de la créativité du numérique et ces insights que j'en ai tirés à la thématique du développement durable. Et donc je me suis dit, la créativité, qu'est-ce que c'est? Comme je disais, c'est l'expression de son identité sur un support. Donc ça peut être un support qui peut être un outil numérique ou aussi un espace, par exemple. Et c'est donc un moyen de s'approprier ce support. Donc pour un espace, ça peut être un moyen de s'approprier ce support de manière durable puisqu'on y appose une partie de soi et une partie de son identité. Le numérique, lui, c'est un moyen de guider les comportements. Ça peut être évidemment guider les comportements de manière positive, durable, en donnant des indications. Et c'est aussi un moyen de mettre en connectivité les personnes et de favoriser l'intelligence collective. Donc j'ai réutilisé ça pour mon projet de diplôme. Et ma question de designer, c'était comment, en tant que designer, puis-je développer la créativité de la génération Z pour s'approprier son environnement vers une attitude plus durable. Je vous laisse quelques secondes, elle est un peu longue. Donc du coup, j'ai fait des recherches évidemment. Je suis partie d'un constat qui est qu'en 2050, 2 tiers de la population serait urbaine. Et donc on assiste dans cette population urbaine et dans cet espace urbain à une forte croissance de la population associée à une forte connectivité entre les individus. Et forcément, par rapport à cette thématique du développement durable, il y a donc des défis qui émergent pour que chacun puisse agir de manière correcte pour pouvoir se développer de manière plus viable dans cet espace urbain. Donc de manière systémique, l'espace urbain qui est dense met en avant des outils numériques, notamment avec le développement des smart cities,
qui permettent de donner des indications à ses habitants pour agir de manière plus durable. Et pourtant, par rapport à ça, j'ai choisi déjà de m'intéresser spécifiquement à la cible de la génération Z. Pourquoi? Eh bien parce que c'est justement cette cible des 12-25 ans qui a grandi avec cette crise climatique, entre guillemets, et ce défi majeur qui est mis finalement en avant. C'est aussi cette cible qui utilise énormément les réseaux et les outils numériques pour communiquer, pour échanger. Et c'est finalement une cible qui a envie d'agir, qui a un peu cet instinct de révolte, entre guillemets. On le voit notamment à travers tous les grands mouvements comme Greta Thunberg ou les marches de climat, etc. Et donc j'ai choisi de m'intéresser spécifiquement à celle-ci. J'ai répertorié ici par exemple certaines applications avec lesquelles elle a pu grandir et qui permettent de lui donner justement des informations pour pouvoir agir de manière plus durable. On a notamment Blablacar, Vinti, Too Good To Go, etc. Et pourtant, par rapport à ça, je me suis dit, il y a un paradoxe qui, moi, me semble évident parce que j'en ai fait face à GEM, pardon, et à Strat, c'est le voyage étudiant. C'est-à-dire qu'à GEM, c'était une expérience validante. On doit réaliser un voyage à l'étranger pour valider son diplôme. Donc, je suis partie au Vietnam. Et à Strat, c'est la même chose. Et c'est aussi le cas dans en fait, 70% des écoles. Donc c'est un problème écologique réel. Pourquoi? Parce que ça représente environ 90 500 étudiants par an en France qui doivent donc réaliser un voyage à l'étranger pour valider leur diplôme, malgré finalement cette ADN qui est relativement consciente du fait qu'un voyage c'est polluant. Un voyage c'est polluant car c'est, par exemple, pour avoir une ordre d'idée, 2 tonnes de CO2 pour un aller-retour Paris-New York. Et un aller-retour Paris-New York, ce serait normalement la totalité des émissions qu'une personne devrait émettre pour atteindre la neutralité carbone d'ici 2050. Donc c'est pour montrer un petit peu l'impact que cela a. Et 89% de ces étudiants, comme je le dis, sont conscients de ce phénomène. Et pourtant, c'est un voyage qui est totalement à l'ordre du jour et qui a des bénéfices qui sont réels. Donc c'est évidemment pour ça que je ne remets pas cela en cause, notamment dans la construction sociale et identitaire des étudiants. Il permet de se constituer un réseau professionnel, de commencer à pratiquer les langues. C'est également dans ce contexte de croissance et de connectivité justement un moyen de pouvoir assurer la coopération européenne de demain. Et c'est par exemple un étudiant qui part à l'étranger a 2 fois moins de risques de chômage longue durée. Donc malgré cet aspect de pollution, il y a des bénéfices qui sont évidents et c'est pourquoi le voyage est donc gardé dans ces écoles. Donc je me suis posé la question finalement pourquoi est-ce que la conscience écologique s'efface lors d'un voyage? Et j'ai mené des enquêtes auprès des utilisateurs, j'ai aussi fait des Google Forms en ligne et des entretiens plus approfondis de manière qualitative. Et pour ce faire, j'ai particulièrement retenu les insights de 3 étudiants qui sont Hugo, Jules et Marion, qui sont respectivement des étudiants de différentes écoles, notamment Marion de Strat, Jules de l'INSA Lyon et Hugo de l'EM. Et en fait, ce sont ces étudiants qui, en règle générale, ont tous adopté des nouvelles manières de consommer et d'agir pour le développement durable, donc qui ont déjà une conscience écologique marquée. Hugo ne se déplace plus qu'en vélo ou à pied, il ne prend plus le transport en commun. Jules, lui, a arrêté de consommer de la viande par rapport pour agir de manière plus écologique. Et Marion, tout à droite, est responsable d'une association de transport alternatif à Sciences Po, notamment de Stop. Donc du coup, ces étudiants, pourtant, ils ont tous les 3 réalisé des voyages à l'étranger. Et donc, ils m'ont fait part, eux aussi, de ce phénomène d'envie de compenser et ce paradoxe, puisqu'ils étaient conscients de l'impact qu'ils allaient avoir. Dans les recherches, ce qui ressort, c'est que c'est donc pour 28% des personnes, ce phénomène de culpabilité est présent. Et j'ai même trouvé un terme qui désignait la honte de prendre l'avion et qui émergeait de l'opinion publique, qui est donc flag scam. Et donc, toutes ces attitudes amènent à des phénomènes de compensation qui sont plus ou moins reconnus comme des applications, des attitudes plus vertes comme les trottinettes, etc. Donc une forte envie de compenser finalement. Et je me suis dit pourquoi ne pas agir. Et donc en approfondissant aussi avec ces étudiants, j'ai relevé certaines phrases qui m'ont dit notamment le fait qu'on n'a aucun repère écologique familier à l'étranger. Et donc que ça rend beaucoup plus compliqué le fait de continuer à perpétuer ces bonnes actions qu'on avait dans son pays d'origine. Jules me disait ce que j'aime dans le voyage, c'est l'aventure et les rencontres. Et Marion nous disait, on ne nous propose aucune alternative. Donc concrètement, si je le reprends de manière plus systémique et schématique, les étudiants ont des attentes, c'est aussi ce qui est ressorti des recherches quantitatives, qui sont le dépaysement, les rencontres et l'aventure lors d'un voyage, et qui finalement a trait de la construction identitaire. Et en fait, ces facteurs prennent le dessus sur la conscience écologique, et donc empêchent finalement d'agir de manière durable, associé au fait qu'il manque aussi de repères finalement pour pouvoir agir correctement. Par rapport à ça, il y a aussi ce phénomène que j'ai identifié lors des recherches qui était l'après et le retour finalement du voyage.
dans lequel souvent des étudiants ont été époustouflés par ce qui se passait dans leur pays, notamment sur la manière de consommer et d'agir. Ikozo, qui est parti au Japon, nous a fait part de la propreté des espaces urbains et de la manière justement dont là-bas ça se passait. Et en fait, en revenant de leur voyage, ces étudiants m'ont dit qu'ils étaient plusieurs à parler pendant 6 mois après leur voyage de cette expérience qui était géniale et qu'ils auraient aimé partager finalement. Et donc c'est un moyen, c'est un moment plutôt identifié qui était intéressant, je pense, pour pouvoir partager ces opportunités. Donc par rapport aussi à tout ça, pour résumer cette analyse, finalement, j'aimerais utiliser les outils numériques et leur capacité à mettre en relation les personnes et donc à favoriser finalement les rencontres, le réseau et ce qui motive un voyage pour servir le développement durable et pour permettre à ces étudiants d'agir ensemble. Donc mes intentions, c'est de faire du voyage d'études un modèle d'éducation et de sensibilisation des étudiants face aux défis écologiques majeurs pour réduire leurs émissions de CO2 et tout cela en utilisant ce que j'ai tiré de mon mémoire comme la créativité et l'innovation pour répondre à ces défis majeurs. Donc moi, mon projet, c'est un service que j'ai appelé Betterfly, qui donc utilise la contrainte écologique du voyage comme un levier d'innovation et de créativité collective chez les étudiants. Par rapport à ça, je me suis donné 3 grands objectifs avec ce concept, qui sont d'abord de sensibiliser l'étudiant à son impact carbone et d'effacer finalement ce phénomène de culpabilité qu'il tend à avoir par rapport à son voyage, pour lui donner des clés d'action, pour agir grâce à la créativité, en utilisant finalement l'influence du groupe pour pouvoir pérenniser et engager ses comportements de manière durable et viable. Il y a 3 éléments qui sont structurants dans mon concept, qui sont d'abord une application qui permet de sensibiliser l'étudiant, des projets créatifs pour qu'ils puissent échanger entre eux, et finalement, ça ne marche pas, une identité graphique qui permet du coup de pérenniser toutes ces bonnes actions. Donc concrètement, sur un voyage classique que j'ai résumé ici en 5 étapes, c'est-à-dire qu'on a le choix du pays, la préparation, le voyage, la durée sur place et le retour, moi mon concept viendrait se placer en 6 étapes au-dessus de ça et former une boucle finalement. Donc ça pourrait venir se placer sur ce qui existe à Strat, comme sur un voyage Erasmus par exemple, et ça reprend les grandes étapes de sensibilisation, d'action et de pérennisation. Par rapport à ça, ces 6 étapes, quelles sont-elles ? Et bien d'abord, la première étape, c'est donc de déclencher, comme je le disais, la conscience écologique de l'étudiant à travers l'identité et la communication. Donc ce serait finalement cette identité et ces empreintes qui seraient disposées dans l'école, dans les universités, et qui sont en fait des empreintes à scanner pour donner aux étudiants des informations sur les économies réalisées dans l'école par rapport aux économies en énergie et en eau grâce à des projets du réseau. Donc concrètement, ensuite, cet étudiant, l'année de son voyage, viendrait être sensibilisé à son impact carbone et à celui de son voyage grâce à une mise en relation avec d'autres acteurs, d'autres élèves qui sont déjà partis et des élèves en échange grâce à des badges qui font un peu le lien entre ces différents acteurs et qui lui permettent justement de retrouver ces personnes-là. Ces badges, ils peuvent cette année-là être scannés. Donc quand l'étudiant récupère son badge, il peut être scanné et il accède du coup via l'application à sa propre empreinte carbone pour commencer à comprendre lui les défis qu'il va avoir à relever et savoir justement par rapport à sa propre empreinte où est-ce qu'il se situe, où en est sa consommation et pouvoir du coup avoir une vision sur les 3 leviers finalement sur lesquels il va pouvoir agir qui sont la consommation, le style de vie et l'énergie pour pouvoir finalement compléter son empreinte. Ensuite, juste avant son voyage, l'étudiant va pouvoir fédérer d'autres étudiants pour partir avec lui et choisir un mode de transport alternatif à l'avion. Et donc commencer à rencontrer ces personnes et se motiver ensemble. Il va également pouvoir choisir un logement alternatif sur place pour pouvoir partager de la même manière ses énergies et agir avec eux. Une fois que l'étudiant voyage et arrive sur place, il ne va pas agir seul pour compenser son empreinte, il va être assigné à un buddy. Un buddy, c'est donc un correspondant local qui va pouvoir commencer déjà à lui faire part des défis majeurs et pouvoir l'ancrer finalement dans la réalité du terrain. Et les 2 étudiants, ils vont devoir agir ensemble pour compenser cette empreinte. Donc leur empreinte va se synchroniser. Et pour ce faire, ils vont réaliser finalement des projets créatifs sur place par des contraintes qui seront données sur l'application. L'étudiant, une fois qu'il aura réalisé ses projets finalement et créé donc beaucoup de projets créatifs, il va rentrer dans son université de départ et il va avoir moyen d'exporter son savoir et de perpétuer ses bons comportements via des événements et un réseau finalement d'anciens étudiants. Donc concrètement, pour vous illustrer un peu ce que je viens de vous montrer, je vais vous faire passer une petite vidéo. Voilà. Pauline est étudiante, 3e année en école de design. En montant les marches de son école, elle découvre des empreintes au sol. Il est d'ailleurs
une centaine d'empreintes dans l'école. En téléchargeant Better App, elle comprend que chaque empreinte correspond à un projet écologique qui vise à réduire le bilan carbone des étudiants et qui a été mis en place par les élèves des années supérieures. L'application, elle, lui donne des informations en temps réel sur les économies réalisées en eau et en émissions de CO2 des étudiants de l'école grâce à ces projets. La map de l'application permet de localiser chaque empreinte. Elle lui propose même de contribuer à certains projets écologiques de l'école. Par ces actions, elle cumule des points qui lui permettent d'obtenir des produits gratuits qui ont été générés par le projet. Par exemple, elle vient de remporter une planche de découpe laser issue du recyclage des serviettes en papier de la cantine. En résumé, plus elle contribue au projet de l'école, plus elle en tire des bénéfices pour elle. L'année de son échange, Pauline est mise en relation avec un parrain Betterfly de son école. Celui-ci peut être un étudiant d'une année supérieure ou un étudiant en échange. Pour le trouver, elle doit poser des questions aux étudiants qui sont déjà partis. Ça lui permet d'avoir un premier contact pour échanger sur les destinations et les défis majeurs auxquels elle sera confrontée lors de son voyage. Mais pourquoi trouver son parrain? Eh bien parce qu'il lui remet un badge d'identité écologique. Il peut être scanné pour accéder à son profil écologique via l'application. Le profil complété par l'étudiant lui permet de générer sa propre empreinte en calculant la consommation carbone liée à son voyage. Il dispose ensuite de différentes options pour tenter de la réduire, à commencer par la compréhension de l'impact de sa propre utilisation du numérique. Il peut aussi contribuer à des projets au sein de l'école. L'étudiant peut profiter des 6 mois disponibles pour anticiper l'impact carbone de son voyage et utiliser des alternatives qui sont proposées par l'application. La première lui permet de rejoindre d'autres étudiants pour utiliser un transport alternatif à l'avion. La seconde lui permet sur place de rejoindre une colocation qui minimisera son impact grâce à un partage des ressources énergétiques et à des projets implémentés par les autres étudiants dans le logement. Avant son départ, qu'il ait participé ou non à ces programmes, l'étudiant n'est pas seul pour essayer de réduire son empreinte carbone. Il est assigné à un buddy local qui est un étudiant de son université de destination. L'action se fait de manière intelligente entre des étudiants à faible et à forte conscience écologique par un système de match dans l'application. Les étudiants acquièrent le même badge et la même empreinte et c'est l'étudiant local qui remet les nouveaux badges à son buddy lors de son arrivée à l'aéroport. Sur l'application, l'empreinte des étudiants se synchronise et ils vont devoir agir en symbiose pour compléter l'empreinte commune. Mais comment compléter l'empreinte commune? Une empreinte pleine à créer des projets de consommation, de style de vie et d'énergie. Chaque semaine, des centaines de contraintes sont proposées aux étudiants via l'application. La contrainte retenue sera la première qui matche entre les étudiants. Alors c'est parti, créez vos projets. Plus les étudiants répondent à des contraintes par des projets créatifs, plus ils remplissent rapidement leur empreinte. Avant la fin du séjour, Pauline et son buddy Mirabel ont réussi à compléter leur empreinte. À son retour, Pauline espère pouvoir partager et parler de toutes ses bonnes habitudes. Mais alors, quel est l'intérêt personnel de l'étudiant à être actif? Plus l'étudiant et son buddy sont actifs, et plus ils fédèrent de personnes autour de leur projet, plus ils gagnent en visibilité sur l'application et obtiennent donc des ressources de l'école pour développer leur projet. De ce fait, ils sont invités à participer à d'autres projets et il se crée donc un réseau vert complet international. Donc du coup, pour reprendre finalement ce que l'on vient de voir et ce que je vous disais auparavant, via l'analyse du concept, on a constaté que ces étudiants avaient une véritable volonté d'agir et qu'ils avaient des outils numériques qui leur permettaient d'avoir une influence mondiale. Et pourtant, par rapport à ça, ils n'agissaient pas forcément parce qu'ils avaient un manque de repères et finalement les pratiques n'étaient pas forcément homogènes. C'est pourquoi, sur l'application, j'ai été amenée finalement à lancer des contraintes qui seraient dépendantes du défi identifié dans le pays de destination. C'est-à-dire que par exemple un étudiant qui partirait en Espagne, où le défi majeur identifié c'est le réchauffement climatique, n'aurait pas les mêmes contraintes que quelqu'un qui partirait au Vietnam, où le défi majeur identifié c'est la pollution plastique, ou au Pérou pour la déforestation.
Donc concrètement, ces défis, qu'est-ce que ça peut être et quelle forme est-ce que ça peut prendre? Eh bien, par exemple, pour l'Espagne, on aurait visité le quartier du Palacio à vélo avec du coup une dynamique plutôt de baisse d'énergie et avec finalement directement l'impact concret qu'on aurait en réalisant cette activité-là. De la même manière, pour le Vietnam, où le défi est la pollution plastique, on aurait par exemple une contrainte qui pourrait être ramasser 2 sacs de déchets d'1 litre sur la plage Calapola, ou bien si c'était du coup pour le Pérou, où le défi est la déforestation, on pourrait avoir planté un eucalyptus dans le parc de l'université. De cette même manière, quand l'étudiant revient donc à compléter son empreinte avec son buddy et qu'il est de retour dans son université finalement de départ, il rejoint un réseau Better, un réseau Betterfly même, qui lui permet d'avoir des événements de retour d'expérience et de pouvoir partager finalement tout ce qu'il a appris. Il acquiert aussi un nouveau statut qui est celui d'accompagnateur de projet et il peut donc justement accompagner des étudiants des années inférieures de son école autour de leurs projets créatifs. Ah, je vais le laisser comme ça. Merci. Et du coup, il y a toujours dans l'école cette même dynamique. On va peut-être l'enlever. Hein. On va laisser comme ça. Ok. Merci beaucoup. Merci. Il y a toujours cette même dynamique du coup dans l'école d'accueil des étudiants de l'étranger avec l'échange justement entre les étudiants et cet échange de badges. Et donc si on le résume de manière plus systémique pour comprendre dans quelle boucle est-ce que ça s'insère finalement, on a une école donc, qui est représentée ici en bleu avec donc les étudiants en vert qui sont les étudiants des années inférieures qui ont finalement une faible conscience écologique, ils ne sont pas encore forcément formés, qui sont mis en relation avec des buddies étrangers pour les informer sur les défis écologiques réels du pays et ils créent ensemble des projets créatifs qui sont encadrés par ces étudiants qui reviennent de 5e année, qui ont une forte conscience écologique et qui sont représentés en vert. De cette manière, l'étudiant qui part à l'étranger devient lui-même un buddy étranger et il arrive dans une autre école où il y a cette même dynamique qui forme une boucle et il est assigné à un buddy local. Et ça permet donc justement de former une boucle et un réseau inter-école sur ce développement durable. De cette même manière, on retrouve à cette illustration que j'ai sur mon traceur ce que je viens de vous expliquer, avec le fait que l'étudiant est donc seul au début et est sensibilisé par des informations en temps réel, qu'il est ensuite assigné à quelqu'un et donc qu'ils sont 2 pour agir et créer les projets créatifs au sein de l'école, et que finalement à terme, il rejoint un réseau qui lui permet d'encadrer ses projets. Tout ça, c'est soldé par l'application et le réseau surtout qui est dessus, qui permet de suivre à long terme l'évolution des projets. C'est-à-dire qu'un étudiant qui a participé il y a 10 ans à ce programme-là peut toujours comptabiliser et regarder l'avancée de son projet. Et on peut imaginer par exemple que sur un arbre qui a été planté, 10 ans plus tard, 2000 arbres auraient été plantés, soit l'équivalent d'une forêt, ou bien à tel endroit où des verres en plastique étaient recyclés, et bien finalement, à terme, au bout de 10 ans, 3 Adgeco ont été construits grâce à cette matière recyclée sur l'équivalent de 10 ans. Donc concrètement, quels sont les bénéfices pour l'étudiant? Eh bien, c'est d'abord une expérience inclusive, qui est donc clé d'un comportement durable. C'est aussi un engagement écologique et des projets concrets à faire revoir dans le milieu professionnel. Et c'est finalement un réseau international, clé d'opportunité forcément. Pour les universités, quelle forme est-ce que ça peut prendre? Eh bien, ça prend la forme d'un label. J'ai choisi cette forme-là puisque ça fait finalement écho aux entreprises à mission, qui est donc un nouveau statut pour les entreprises qui peuvent se donner finalement une finalité à but social ou environnemental. Donc ça pourrait s'organiser un peu de cette même manière-là, potentiellement. Également, j'ai défini 3 stades de notoriété des écoles pour qu'elles puissent évoluer. C'est-à-dire qu'il y aurait par exemple l'école engagée, l'école avancée et l'école confirmée. Et donc ces 3 stades de notoriété sont aussi des vitrines à l'international pour les autres étudiants pour choisir leur université. Et donc ça leur permet d'avoir un référencement finalement de leur niveau écologique. Ces 3 stades ils sont dépendants du coup de la disponibilité des ressources qu'ils allouent à leurs étudiants pour développer les projets et du coup de ce fait évidemment du nombre de projets qui sont développés au sein de l'école. Du coup, pour les universités, c'est aussi une vision entre guillemets évolutive. C'est d'abord en premier lieu des universités qui veulent s'inscrire dans un enjeu de développement durable. C'est aussi du coup montrer que toutes les universités contribuent à des enjeux nationaux et se créent un réseau finalement entre elles. Et c'est finalement, à terme, finalement, l'ambition de ce projet de faire levier vers des villes durables grâce à des étudiants qui seraient plus formés à ces enjeux climatiques et environnementaux. Par rapport au retour d'expérience, pour réaliser justement ces tests, j'ai réalisé des petits ateliers en groupe de 2, 3 et 4
pour tenter de donner des contraintes aux étudiants et de voir comment est-ce qu'ils agissaient entre eux. Ce qui a émergé de ces petits ateliers, c'est notamment les envies qui variaient selon les étudiants, c'est-à-dire que certains étudiants n'accrochaient pas nécessairement avec la contrainte qui était donnée, parce que certains préféraient agir et créer des choses autour du sport, d'autres préféraient construire des éléments, comme un compost, alors que certains préféraient des activités de précision, comme faire des cosmétiques écologiques ou des produits d'entretien. Donc du coup, j'ai défini dans l'application, ça m'a amené finalement à revoir l'application et à penser de la manière que les contraintes devraient être matchées entre chaque étudiant, surtout entre chaque buddy, puisque les étudiants agissent à deux, donc chacun doit être autant motivé que l'autre. Et donc il y aurait ce système de match des contraintes où on fait passer toutes ces contraintes et finalement la contrainte retenue est celle qui convient aux deux étudiants. Aussi, je me suis rapprochée de deux associations qui sont respectivement les associations écologiques de Strat, qui est donc Agreen, et l'association écologique de GEM, qui est donc Impact, pour justement les questionner sur eux, ce qu'ils étaient en train de faire, ce qu'ils faisaient comme activité au sein de leur association, ce qu'ils auraient aimé faire dans l'idéal, et réaliser des mises en situation avec eux. Ce qui est ressorti de ces recherches, c'était, j'ai retenu certaines phrases pour mieux l'évoquer, c'était notamment le voyage peut être un bon point de déclenchement de la conscience écologique. Et la première promotion de Betterfly devrait être des étudiants déjà sensibilisés pour finalement donner la bonne dynamique. Ils m'ont dit on se porte volontaire et donc j'ai convenu avec eux que ça pourrait être un point d'entrée finalement par rapport à mon projet de passer déjà par des associations existantes dans les écoles. Aussi, Agreen m'a fait part du bénéfice d'avoir enfin des vraies responsabilités et de pouvoir donner de l'action et de pouvoir agir. Et le fait que du coup, cette communication autour de ce projet devrait aussi venir des étudiants et non seulement être portée par l'administration, et ça ne devrait pas seulement être un label que l'administration choisit, mais que du coup, la communication devrait se faire par le bas et par les étudiants. Donc du coup, si je devais développer mon projet demain, j'aimerais d'abord passer par ce type d'association pour pouvoir avec eux le développer et également du coup potentiellement réfléchir à des types de communication adaptés qui pourraient favoriser la viralité entre les étudiants et le partage. J'ai noté ici par exemple template TikTok parce que l'exemple est évocateur, parce qu'il s'agit de formats de vidéos courts qui permettent de communiquer visuellement et que ça parle à tous les jeunes et à cette cible, mais ça pourrait également être d'autres types évidemment de communication. Et si je devais développer ce projet demain également, j'aimerais énormément pouvoir me rapprocher de producteurs locaux et d'associations locales dans chaque pays. Pourquoi ? Parce que ça nous permettrait justement de respecter le mode de vie des personnes qui sont déjà engagées dans cette cause sur place. Ça permettrait aussi justement de faire face à la réalité du terrain et aux enjeux qui sont confrontés, parce que si c'est porté uniquement par des étudiants, forcément c'est moins précis que certaines associations qui sont déjà dans cette dynamique et qui recherchent justement souvent potentiellement des personnes pour agir. Et finalement, il y a également le plan de développement de biodiversité auquel je pourrais potentiellement faire écho en France, qui permettrait de se rapprocher d'écoles dans lesquelles finalement le développement de projets écologiques est favorisé. Et donc peut-être que mon projet pourrait commencer finalement à agir avec les plus jeunes et que les étudiants pourraient déjà commencer à encadrer des projets auprès des écoles et des plus jeunes. Voilà, je vous remercie de votre écoute et si vous avez des questions. Donc voilà. Non, je l'adore à vous. Vous avez des questions? N'hésitez pas. Je ne sais pas si j'ai vraiment une question. En tout cas, j'aimerais apporter un commentaire sur tout ton travail. C'est vrai que j'avais du mal au début à faire le lien sur toute la problématique. Enfin, du coup, ça me paraissait... Enfin, je ne concrétisais pas et au final, je me rends compte que tout simplement parce que c'est des problématiques, je me projette 5-6 ans en arrière, quand moi-même j'ai fait mon diplôme, on se pose pas en fait. C'est très propre justement à ta génération, et même moi qui n'ai pas forcément beaucoup plus aimé que toi. Et je me dis effectivement c'est quelque chose qui est hyper impactant quand on est étudiant, c'est pas juste savoir ce que je veux faire, c'est plutôt quelle trace je veux laisser aussi, et pas forcément dans mes études, mais aussi dans les actions de mon quotidien. Et je trouve ça super intéressant de me dire que c'est pas juste notre métier, mais c'est tout simplement l'avenir qu'on veut laisser. Et je trouve vraiment... belle surprise sur la fin de ta présentation, vraiment comprendre ce que tu as pu faire et je trouve ça vraiment une belle démarche. Merci. Peut-être une première question de curiosité pour échanger un petit peu sur la toute base, avant le projet, sur la fusion du portail. C'est une réflexion que je me suis toujours portée sur le fait d'avoir des outils qui sont déjà plus ou moins déjà paramétrés avec ces histoires de filtres, etc. Permettre de normaliser une créativité à un moment où il y a un phénomène de mode en plus qui se rajoute.
Est-ce que tu as étudié ou tu as évoqué la question de justement cette notion de logiciels qui sont déjà pré-paramétrés versus des logiciels plus professionnels et fonctionnellement, mais où on est plus libre en fait finalement par rapport à cet espace humain qui permet d'avoir plus de créativité infinie. Est-ce que c'est compréhensible ou pas ce que je viens de dire? Alors je crois du coup, j'espère que j'ai bien compris votre question, mais du coup, oui, en fait, j'ai étudié du coup dans mes mémoires le fait que tous les outils numériques finalement étaient préconçus, qu'il y avait différents stades de préconception et finalement, si je reformule bien ce que vous dites, qu'il y avait finalement des outils qui laissaient plus de liberté à l'utilisateur, notamment ceux qui sont professionnels. Après, ce que j'ai ressorti finalement des insights de mon mémoire, c'est vraiment que finalement la créativité in fine, elle venait de l'intention de l'utilisateur et finalement de la prise de position par rapport à ça, du fait que c'est lui qui va décider d'exprimer quelque chose qui lui est propre. Or, par exemple, si on prend les outils professionnels, comme vous en parlez, un professionnel finalement a déjà une idée derrière la tête, entre guillemets, quand il va utiliser son outil. C'est peut-être pour ça aussi que cet outil préconçu laisse plus de liberté, je pense, à l'utilisateur. Là où par exemple des fonctionnalités sur Instagram viennent pousser l'envie de l'utilisateur à créer quelque chose. Donc je pense que ça peut expliquer potentiellement le fait qu'il y ait plus de liberté sur ces outils. Mais par ailleurs, par exemple, cet utilisateur, je veux dire, pourrait créer quelque chose qui finalement est beaucoup plus dépendant de l'outil numérique s'il vient utiliser les fonctions qui sont les plus simples et les plus sautes à l'œil, je dirais, de l'outil numérique. En fait, s'il n'a pas déjà son idée derrière et s'il n'a pas les clés pour l'exprimer et les clés pour savoir utiliser aussi ce logiciel, finalement, l'idée sera pas tellement singulière. Elle sera aussi homogène comme pourrait faire une fonctionnalité X. Est-ce que finalement, dans cette espèce de créativité, il n'y a pas une dynamique de temps aussi quelque part derrière? Il y a une partie de l'application d'outils numériques qui sont pré-paramétrés, qui permettent de faire quelque part de l'acculturation, de l'éducation d'un profil humain qui n'est pas créatif, versus quelqu'un qui a déjà adopté un certain quantité d'outils paramétrés, qui a envie d'aller plus loin, pour dépasser cette phase de créativité qui finalement n'est plus même in fine, l'outil étant effectivement bien un outil de créatif. Donc est-ce que dans cette ligne, je reformule la réflexion, dire est-ce que finalement il n'y a pas une trame de temps dans cette réflexion de corrélation entre l'outil créatif et l'humain, avec un processus d'éducation de l'humain à travers certains types d'outils qui vont être déparamétrés au fur et à mesure du temps pour avoir une créativité plus importante finalement quelque part. Oui, si, bien sûr. C'est vrai que la temporalité, je pense, déjà joue énormément dans le processus, notamment parce que dès qu'on agit sur la temporalité, on approfondit aussi beaucoup plus le sujet. Donc on se donne forcément beaucoup plus de temps pour penser à sa production. Et donc forcément, à poser entre guillemets son intention, on est beaucoup moins soumis finalement à la machine et à l'outil. Et donc forcément, je pense potentiellement plutôt dans un processus d'éducation comme vous en parlez, que du coup ça peut être potentiellement très intéressant d'avoir un outil qui sur le long terme vise à se décrocher, à décrocher cette créativité et à s'émanciper finalement un petit peu plus de l'humain dans la co-création. J'avais une petite question. Combien de temps ça prend pour faire tout ce travail? C'est-à-dire depuis l'idée, l'ensemble des phases et puis la rédaction des mémoires, juste pour que j'ai... C'est 1 an. C'est 1 an, vous diriez, vous y travaillez quoi, 30% du temps, 50%, c'est pas alors très honnêtement, moi j'ai été surprise par cette année. On m'avait toujours dit quand je suis rentrée à l'école, la 5e année, tu verras, c'est terrible parce que tu es tout le temps dans ton projet. Alors c'est vrai, on est tout le temps dans le projet, c'est-à-dire qu'on se couche en pensant au projet parfois, il y a une idée qui survient à n'importe quel moment. Mais évidemment, on n'est pas tout le temps sur le projet, c'est-à-dire qu'on ne se lève pas à 8h, on ne se couche pas à 22h, la tête dans le projet. En tout cas, pour ma part, ce n'était pas ça, et en interaction, ce n'était pas l'idée générale. On est toujours à échanger sur le projet pendant ces 6 mois. Le mémoire, notamment, c'est beaucoup plus personnel, c'était une phase surtout que c'était pendant le confinement. Donc pour le coup, c'est beaucoup plus nous qui gérons notre temps. Moi, personnellement, je mettais beaucoup dans certaines phases, puis je me laissais des après-midi libres totalement. Enfin, c'était pas du 24h sur 24. Par contre, le projet, c'est plus une phase où on passe beaucoup de temps à échanger, où on est toujours un petit peu la tête dedans finalement. Et du coup, ces 6 mois, on est dedans, mais pas intensément. C'est pas des heures de travail poussées comme une étude. Toyota de leur faire une proposition sur un sujet équivalent. C'est-à-dire Ils demandent, je voudrais sortir une application inclusive, orientée, machin. Là, Toyota peut leur faire la proposition de la démarche et chiffrer le temps à passer. Je serais capable, si je me penchais vraiment dessus. Après, enfin je pense. Après, c'est vrai que pour leur donner une idée de... Vous prendrez les combien de temps chez vous?
travail-là en disant bah, je vais travailler à temps plein. Après, oui, pardon. En fait, je pense que si je voulais amener un tel projet, un projet comme celui-ci à Toyota, j'y passerais beaucoup moins de temps dans le sens où en fait, je ne peux pas me permettre de proposer à Toyota, qui est une si grande entreprise, un projet sur 1 an pour développer. Je pense qu'on est assez contraint finalement par le temps qu'ils nous donnent. Donc, si je devais proposer ce type de projet à Toyota, je vous avoue, je ne sais pas, je leur propose certainement pas 1 an pour travailler non, je sur pose cette question parce que pour nous, professionnels, c'est important si vous savez passer de l'académique à sa projection industrielle. C'est quand même un sujet de loin. Oui. Et donc, c'est aussi des bénéfices de retirer de tout ce beau travail qui a été fait. C'est vous avez mis en dynamique une certaine méthodologie. Est-ce que cette méthodologie elle est reproductive? Est-ce qu'on peut la structurer? Et du coup, combien de temps faut-il pour faire un design autour d'un sujet de ce type-là? C'est aussi intéressant, me semble-t-il, dans vos apprentissages. Et voilà, c'est juste un type de juré industriel. Oui, bien sûr, bien sûr. Après, j'avais une réflexion en ligne de fond. Le sujet de la je me boucle un peu ce que vous dites. Je me souviens en école de design en 90, on prenait 2 exemples. On prenait le passage de la planche à dessin en dessin industriel à la CRO. C'est les débuts de CATIA. Et on analysait l'appauvrissement de la production des bureaux d'études de l'ingénierie à partir du passage de CATIA. C'est-à-dire qu'en gros, c'était plus facile de faire des ronds que des carrés, il y avait beaucoup plus de ronds que de produits que de carrés. Et ensuite, on regardait aussi l'apparition, ce qu'on appelait l'autofocus en photographie. C'était une révolution, parce qu'avant, en photo, il fallait comprendre le cinétique de la lumière, savoir faire un réglage. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne qui sait comment fonctionne l'appareil photo réellement. A fortiori avec les smartphones, aujourd'hui, avec 4 objectifs, des trucs qui font. Alors, donc, du coup, les gens ont accédé à la photo de manière massive et on s'est dit, tiens, on va regarder un peu la production. On parle des années 90. D'accord. Et on a regardé la production, on est arrivé au constat qu'il n'y avait pas eu d'augmentation d'œuvres d'art. C'est-à-dire photos de qualité. On a produit beaucoup plus. On est rentré dans une phase de consumérisme absolu. En revanche, la qualité de la production ne s'est pas, même proportionnellement, n'a pas augmenté. C'est ce que je veux dire. Oui. La notion d'appauvrissement, de transformation par le digital, l'automatisation, c'est un sujet récurrent. Je ne me positionnerai pas parce que ce n'est pas sujet, mais pour dire que ça ne fait que continuer quelque chose qui a déjà été identifié, notamment par les sociologies de l'innovation et leur transformation technologique en usage. Oui. Et on est sur un bench quand même, très clairement, on se pose la question, quel est si les usages augmentent, est-ce que derrière la production de l'usage a une contribution positive sociétale? Et est-ce qu'on en dégage réellement des bénéfices ou est-ce qu'on est dans du pur consumérisme? Parce que utiliser, alors, c'est déjà le service qui est rendu, mais c'est peut-être pas la finalité justement du service qui a été recherché, ou sociétalement qui a de la valeur. Oui, tout à fait. C'est ça que ça fait un petit alors, peu cool. Moi j'avais une question, et ce sera la dernière, un peu de fond sur votre... J'ai du mal à raccrocher pourquoi vous êtes allé chercher sur ce sujet, pourquoi vous êtes allé vous demander en premier si la logique de créativité, quelque part, était rendue plus difficile par le digital. Pourquoi vous passez par cette interrogation que vous développez assez peu en fait derrière? Était rendu plus facile. En fait, c'est. C'est le type même, logique de créativité à l'ère du numérique. Oui, je sais. Donc, on est parlé de numérique, et est-ce que l'outil numérique améliore la créativité? Pourquoi fallait-il en passer là pour arriver là? En fait, c'est simplement. Macron et le micro. Par rapport à mon projet? Oui. En fait, c'est simplement que moi, le numérique et la créativité, c'était un sujet sur lequel je voulais faire mon mémoire parce que ça me passionnait, tout simplement. Je me posais réellement la question. Et donc, faisant beaucoup d'activités créatives à côté, c'est un sujet sur lequel je voulais travailler. Et le développement durable, c'est un sujet sur lequel je veux travailler dans les années à venir également. Et donc, en fait, simplement, j'ai recroisé les deux sujets et au lieu de me poser la question, finalement, dans le sens peut-être logique, je me suis posé la question inverse en me disant qu'est-ce que j'ai tiré finalement de mon mémoire qui peut être utilisable pour le développement durable. Et j'avais évidemment ce paradoxe qui moi m'avait marqué à Strat et à GEM. Et en fait j'ai trouvé des éléments qui pour moi justement permettaient d'agir là-dessus. Et en croisant finalement deux domaines qui n'étaient pas forcément évidents mais qui étaient tous les deux hyper intéressants et la créativité qui forcément est plus attractive pour les étudiants. Et donc finalement servir les deux domaines l'un par l'autre. Oui, votre sujet de créativité
mon appel que je comprends dans votre présentation, il n'est pas du tout lié au digital. On s'en fiche. En fait. Pas votre... Oui, bien sûr. Expérimentalement, il faut toujours neutraliser des variables pour savoir comment bouger les autres. Ce qui est l'attracteur de votre sujet, c'est quand même l'hypothèse qui est une conscience écologique qui va vers une praxis, c'est-à-dire une mise en action, pour de la production d'actes créatifs. Et c'est là où je dis, le digital, on ne voit pas bien l'articulation de cette variable-là. Oui, vous voulez dire de la manière dont il se rend créatif. Vous parlez de systématique, oui. Vous avez plusieurs variables, et vous avez la variable digitale qui tient quand même une grande partie de votre présentation, ce qui n'est pas une critique. Et donc ça veut dire que vous avez fait un gros focus, et là on est vraiment dans le sujet d'interaction. En revanche, je trouve que les actes créatifs, le bénéfice que vous proposez est assez peu lié, me semble-t-il, à l'application, et beaucoup davantage au fait que ça surfe, quelque part, ça supporte une forme de projection Z sur lequel le bénéfice va être effectivement un engagement écologique quelque part. Oui, en fait, je comprends très bien ce que vous voulez dire. C'est vrai qu'en fait, j'ai rescindé finalement les conclusions que j'en ai tirées de mon mémoire, qui finalement faisaient le parallèle entre l'outil numérique et la manière dont il pousse la créativité. Je les ai rescindées pour mon projet de diplôme pour séparer finalement les avantages que proposait le numérique et les avantages que proposait la créativité. Là où je m'en suis resservie, c'est potentiellement le fait que je donne des contraintes ouvertes grâce à l'application. Donc finalement, tout le numérique gère la partie intelligente, entre guillemets, de la mise en relation et de la proposition de contraintes adaptées. Et du coup, par le fait, le terme de contrainte, finalement, je l'ai posé pour que ça laisse finalement libre cours à la proposition créative des étudiants. Et donc, c'est un peu l'élément sous-jacent que j'ai réutilisé de mon mémoire, mais c'est pas explicite. C'est une fonction de transfert, mais c'est pas une variable. Oui, non, bien sûr. C'est l'interaction finalement entre la population écologique et puis le bénéfice d'action qui peut en sortir en termes de créativité. Et votre hypothèse, c'est qu'on est beaucoup plus créatif sur ce terrain-là de l'écologie, parce qu'il y a des attracteurs, des utilisateurs, etc., que sur la production de photos gagnée par un logiciel lambda. Non, pas forcément. C'était simplement, on peut être tout aussi créatif sur un logiciel lambda. C'est-à-dire que moi, dans mon mémoire, je rattache ça à la thématique développement durable. Donc, je me sers de mes constats pour pouvoir justement donner des contraintes qui vont permettre aux étudiants d'être très créatifs. Mais j'aurais pu faire peut-être ce même travail, en tout cas sur une autre thématique. Ce que je veux dire, c'est que... Non, c'est une question. D'accord. Vous estimez qu'un étudiant va être aussi créatif sur TikTok que sur votre application, indépendamment du motif final de son action. De la manière dont j'ai tourné, en tout cas dans mon projet, c'est fait pour maximiser le développement durable, mais j'aurais pu travailler sur une autre thématique, oui. Oui. J'aurais pu travailler sur un autre thème. Peut-être une remarque qui va lier aussi avec ce qu'on dit, c'est peut-être faire attention sur la problématique initiale. Alors, entre le mémoire et le projet, je pense qu'il y a une inversion de deux termes. C'est-à-dire qu'il y a le créatif, la créativité pour le numérique et le numérique pour la créativité. Quand on inverse les deux termes, ça donne deux sens différents. Le sujet de mémoire était la créativité en numérique finalement, un peu l'idée, alors que le projet est plus le numérique pour être créatif. C'est un peu quand on va prendre la parabole, par exemple, moi c'est ce que j'ai étudié, c'est l'innovation en management. Le management de l'innovation et l'innovation en management, c'est deux choses qui sont radicalement différentes en fait, quand on les transforme. Et je pense qu'il y a ces termes-là de quand on pose un sujet, faire bien attention au sens des mots, comment on les positionne pour articuler les uns derrière. D'accord. Ce qui n'empêche que les deux sont très cohérents en fait, mais c'est juste que voilà, il y a peut-être une notion à avoir qui est toute simple en fait de pivoter les deux termes en fait. Oui, sur la manière peut-être dont j'amène mon sujet, d'accord. Je voudrais juste poser une question si j'ai le temps encore. Alors là, on a fini les 15 minutes et puis surtout, on a un moment de jeu qui est intervenu, donc si ça ne me dérange pas. Ça m'évite de poser des questions. Ah oui, le prochain tour. la parole, ça vous demande de poser sa dernière question. Moi j'ai une réflexion globale. D'abord, Pauline, bravo. Ton mémoire, je l'ai lu, j'ai ce que ça touche, c'est exactement le cœur de mon sujet. On est exactement sur le même sujet tous les deux. Moi par contre, j'ai deux observations de forme. La première, c'est que tu gagnerais à baisser le débit. Oui, on l'a déjà dit. Voilà, et c'est pour ça que la plupart d'entre vous n'avaient pas vu l'articulation. Bon, moi j'ai un débit comme le tien, je vais très vite et je vois très bien où est-ce que tu veux aller. A priori, tu as une propension à faire exactement la même chose qu'une personne artistique, c'est-à-dire de partir dans tous les sens et de recentrer. Et je l'ai vu ça. Donc moi je vois bien l'articulation entre la problématique que tu poses, c'est-à-dire l'urbanisation, l'augmentation de capacités créatives que peuvent avoir les jeunes notamment, qui vont être les
futurs leaders de demain. Comment est-ce que cette créativité qui va arriver aux mains de ces jeunes va pouvoir se transformer en une action de développement durable. Et donc tu as parti du global et tu as scindé un peu les problématiques pour arriver à un projet. Et je vois très bien ce que tu as fait, c'est essayer de prendre un point, parce que tu pouvais avoir le choix d'une multitude de points pour l'adresser. Ça, pas de problème. Si tu l'avais fait en allant moins vite et en faisant moins de slides et en parlant moins vite, je pense que on aurait mieux compris. Ça aurait été Ce que tu clair, l'as dit, d'accord. En fait, on l'a vu, je l'ai vu moi. Ok. Ça, c'est un point positif. D'accord. Le deuxième point, je n'ai que des points positifs. Je respire. Mais c'est que des conseils en fait. D'accord. Le deuxième point, c'est que en même temps que tu arrives à la problématique précise, je trouve que tu ne l'ouvres pas assez. Par exemple, ça, tu aurais pu faire aussi une démarche vis-à-vis des compagnies aériennes. Une compagnie aérienne, elle serait très à même d'être intéressée par ton module, parce qu'on parle du voyage de l'étudiant. Les 3/4 partent en avion. Ou une compagnie de voitures. Pareil, tout ce qui est multimodal. Et explorer ce champ multimodal. En plus, tu vas faire ton stage chez Toyota, tu l'as fait chez Renault. Donc, tu peux aussi travailler sur l'aspect mobilité. Mais ce que je trouve intéressant aussi dans la démarche que tu n'as pas aussi ouverte, c'est cette capacité créative. Tu ne l'as pas dit en fait, c'est implicite, mais tu ne l'as pas dit, c'est que tu fais confiance à tes collègues de la même génération pour sortir de nouvelles idées. Et dans ton application, on ne voit pas ça. D'accord. Tu vois ce que je veux dire? Oui. C'est-à-dire que tu n'es pas à l'abri qu'une Pauline dise ah ben si on faisait ça. Et tu peux lui dire, bah oui, si ça existe, donne-moi ton expérience et parce qu'en plus tu donnes l'interaction. Et on peut rajouter des modules. Bon. Ok, oui, c'est vrai. En tout cas, ce que tu as présenté, c'est super propre, c'est super beau. Moi, j'ai adoré ton temps, j'ai adoré ton projet. Voilà. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Voilà, je suis désolée, celui-là, il faut vraiment qu'on arrête, sinon on va déborder derrière. Mais ça empêchera de poser la question après, à la pause, à Pauline, si on veut voir. Merci beaucoup en tout cas, Pauline. Merci beaucoup, merci à tous, merci Dominique aussi. Merci. Merci. Merci beaucoup.